Bonjour, suite du cours M2103B. On a vu précédemment comment définir les moments d'inertie, comment les calculer. Maintenant, on va faire quelques exemples de calcul sur des solides élémentaires et on va pouvoir définir les moments d'inertie des solides de base. Voilà, on va donc définir dans cette vidéo les moments d'inertie pour les solides élémentaires, donc les moments d'inertie qu'on va appeler les moments d'inertie de base. Donc tout simplement, on a déjà parlé de la barre, donc on va en reparler ici. Et cette fois, au lieu de calculer l'inertie de la barre par rapport à un point qui est à l'extrémité de la barre, on va calculer l'inertie de la barre, mais tout simplement par rapport à son centre de gravité. Donc on fait passer le repère non plus au point O ici, qui était l'extrémité de la barre, mais au point G, qui va être pour la barre le milieu de la barre. Donc là, j'ai la barre, j'ai son centre de gravité G. La masse de la barre, ça va être M, et comme c'est un élément 1D, la description de la répartition de la masse le long de la barre, ça va être M égale ρL fois la longueur de la barre. Si je prends un tout petit élément de matière quelque part, ce tout petit élément de matière va avoir cette masse-là, et qui va être égal à ρL fois le tout petit déplacement que j'ai suivant Z. Donc la barre, elle va faire une longueur comme la précédente de L, et je vais mener par exemple le calcul du moment d'inertie autour de Gx. Donc là, je reprends la définition, donc intégrale de y carré plus z carré le tout fois dm. dm, je le remplace par ρ fois dz, ici. Et comme ma barre est orientée suivant z, donc la distance suivant y est égale à 0. La distance suivant z, c'est celle que je dois intégrer, donc je garde z2 et dz ici. Et quand je regarde la répartition de matière autour de G, je trouve la barre qui commence à moins L sur 2 et elle finit à plus L sur 2. Donc la variable d'intégration suivant Z, c'est moins L sur 2 plus L sur 2. Quand j'applique ce calcul-là, je trouve toujours Z3 sur 3 pour l'intégration de Z2. Et donc je remplace par Z par L sur 2, et donc je trouve L sur 2 au cube sur 3 moins L sur 2 au cube sur 3. Quand je fais le calcul, j'arrive à ce calcul-là. En remplaçant ρL égale M sur L, je peux définir l'inertie en fonction de la masse de la barre. Et l'inertie de la barre par rapport à un axe perpendiculaire qui passe par le point G, ça va être ml carré sur 12. Si je fais le calcul pour y, je vais remplacer le y qui est là par x carré et je vais mener le même calcul. Donc je trouve pour IGY la même valeur que IGX. J'ai trouvé ml carré sur 12 et je trouve donc qu'il est plus facile à mettre en rotation cette barre-là en la faisant tourner autour de son centre de gravité qu'autour du point O qui serait son extrémité. Précédemment, j'avais trouvé ml carré sur 3, donc c'était une grandeur plus grande. Autour de GZ, comme je n'ai pas de grandeur autour de X et Y, je retrouve toujours 0. Maintenant, je complexifie un petit peu mes solides et je prends un solide qui va être toujours à une dimension. Attention, vous voyez un cercle et on va parler de la matière qui n'est que sur le cercle bleu ici. Donc on va considérer ce qu'on appelle un anneau. Et un anneau suffisamment fin pour dire l'épaisseur de cet anneau est négligeable. Là, vous sentez qu'il y a une géométrie de révolution, et donc on a intérêt de faire ce calcul-là non plus dans le repère cartésien, mais on a intérêt à faire ce calcul-là dans le repère polaire. Et donc pour décrire l'anneau, tout simplement, c'est de la matière qui est à une distance r, depuis le centre de gravité de l'anneau ici, et cette distance r, je vais trouver de la matière sur un angle de 0 à 2π. Et donc quand je vais décrire la masse totale de cet anneau-là, c'est tout simplement la masse linéique fois la longueur de l'anneau, et la longueur de l'anneau, c'est le périmètre de πr. Et donc maintenant, si je prends un tout petit élément de matière ici, ça va être la masse linéique fois le tout petit élément de matière ici, le tout petit déplacement qui est ici, c'est tout simplement
un arc de cercle qui se trouve à une distance r que j'ai fait varier d'un tout petit angle. Et donc la longueur d'un arc étant égale à r fois l'angle, ben, le petit déplacement c'est r fois dθ ici. Maintenant, j'applique ma définition précédente pour calculer l'inertie de ce solide-là par rapport à Gx, et donc je retrouve l'intégrale sur le solide de y carré plus z carré fois dm. Donc vous commencez à avoir l'habitude, je prends toujours la même définition. Comme précédemment, ben, la distance sur z de cet anneau-là, elle est négligeable. Donc je peux déjà mettre z égale 0, je me retrouve avec cette intégrale-là, et je regarde que ce qui se passe en y est dépendant de ce qui se passe en x, puisque je me balade sur un cercle ici. Et donc là, il faut que je fasse tout simplement un changement de variable. Donc le changement de variable, c'est de dire que tout simplement la distance qui est ici, qui est la distance y, elle est tout simplement égale à cette distance-là fois le sinus de cet angle-là. Donc y égale r sinus θ. Et si je veux cette distance-là qui est x, ici, ben tout simplement c'est r cosinus θ. Donc si j'injecte ça ici, là-dedans, je me retrouve avec r carré sinus carré θ. Et le dm ici, qui va être égal à ρ dθ, il va me donner ici, tout simplement, la variable d'intégration qui est θ. Et donc, si je veux intégrer sinus carré de θ, je ne trouve pas de primitive directement. L'astuce, là, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus, vous verrez ça en maths et vous le travaillerez avec M. Bonardel. C'est tout simplement de passer à l'angle double. Et donc, sinus carré θ, c'est 1 moins cos de θ sur 2. Et donc, quand j'ai ça à intégrer, j'ai 1,5 à intégrer qui va donner une intégrale en θ sur 2. Et quand j'intègre moins cos 2θ sur 2, ben je me retrouve avec moins sin 2θ sur 2 et le sur 2 qui est ici également. Donc après, cette grandeur-là, je la prends entre 0 et 2π, puisque pour décrire tout mon anneau, il faut que je commence à θ égale 0 et que je le fasse tourner complètement, entre 0 et 2π. Donc là, je remplace par 2π, je remplace par 0 comme d'habitude. Le résultat que je trouve, c'est ρl r³ fois pi. Donc ici, en remplaçant ρl par m sur 2πr, je me retrouve avec une inertie qui est égale à mr carré sur 2 pour un anneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je prends cet anneau-là et que j'essaye de le faire tourner par rapport à cette droite-là, ben la résistance de cet anneau-là, ça va être cette valeur-là. Et maintenant, si je faisais le même calcul en y, ben je m'aperçois que j'ai une répartition de matière autour de Gy qui est la même que la répartition de matière autour de Gx, et donc l'inertie sera la même. Maintenant, si je dois faire tourner cet anneau autour de Gz, ben je m'aperçois que la matière, même si elle n'a pas d'épaisseur sur Z, ben elle est loin de Z. Et donc je vais avoir besoin d'une inertie. Donc là, il faut que je mène le calcul. Pour mener le calcul ici, ben je prends la définition de IGZ, x carré plus y carré fois dm. Je remplace x carré par r cosinus θ. Je remplace le tout au carré. Je remplace y carré par r sinus θ, le tout au carré. Je me rends compte que j'ai r carré facteur de cosinus carré θ plus sin carré θ. Cosinus carré θ plus sin carré θ, vous le savez, ça fait 1. Donc je me retrouve avec r carré fois dm. Je remplace dm par ρl fois r fois dθ. J'intègre tout ça, donc je me rends compte que le grand R, c'est pas une variable d'intégration, puisque je dois intégrer par rapport à θ. Donc je peux le sortir, je le sors, et j'intègre tout simplement 1 par rapport à dθ, et ça me fait cette intégrale-là, 2π. Donc je trouve ρl fois r carré fois 2π, c'est 2 fois ce résultat-là, donc ça me donne mr carré. Donc voilà le résultat pour les inerties autour de Gx, Gy et Gz. Je me rends compte qu'il est 2 fois plus difficile, parce que l'anneau va résister 2 fois plus, à le faire tourner autour de Gz que de le faire tourner autour de Gx ou autour de Gy.
On vient de voir l'anneau, donc maintenant on passe au disque. Donc la différence, c'est qu'il y a de la matière ici. Donc on passe d'un solide 1D où il y avait de la matière que sur l'anneau ici, à un solide 2D où on va avoir de la matière sur tout le disque. Donc la masse va être définie comme la masse surfacique fois la surface du disque, pi r carré. Et le petit élément de masse, ça va être tout simplement cette masse surfacique fois le petit élément de surface, et le petit élément de surface c'est un rayon R que je fais varier un tout petit peu suivant le rayon et que je fais varier un tout petit peu suivant l'angle. Et donc à partir de là, je vais pouvoir intégrer le rayon de 0 à grand R et l'angle de 0 à 2π pour décrire toute la surface du disque. Donc à partir de là, je reprends la même définition du moment d'inertie autour de Gx. J'ai pas d'épaisseur suivant Z, donc ça me donne 0. Et ici, je dois intégrer, comme précédemment, sur le solide, y carré dm. La différence, c'est quand je vais intégrer le dm, ben, je vais faire apparaître ρ dr dθ, et donc je vais avoir deux variables d'intégration, donc une intégration double ici, de 0 à r pour le paramètre r et de 0 à 2π pour le paramètre θ. Je remplace également y par sa valeur et je trouve r carré sinus carré θ. Donc pour intégrer ça, c'est une intégration double, il n'y a pas de souci, il suffit de faire deux fois une intégration simple, et en plus les paramètres sont découplés, donc je peux mettre de ce côté-là tous les paramètres en R, de ce côté-là tous les paramètres en θ, et faire d'un côté une intégrale sur R, fois une intégrale sur θ. Donc l'intégrale sur R, tout simplement, j'ai du R4 sur 4 qui va apparaître, et l'intégrale sur θ, c'est la même que précédemment. On a vu la méthode de calcul. Donc là, on va avoir du θ sur 2 moins sinus de θ, le tout sur 2, pris entre 0 et 2π. Quand je remplace tout ça par ces valeurs, j'arrive à ces résultats-là et je trouve un moment d'inertie autour de Gx qui est égal au final à mr carré sur 4. Et je me rends compte que la répartition de matière autour de Gx est la même que la répartition de matière autour de Gy. Donc j'ai le même moment d'inertie autour de Gx que le moment d'inertie autour de Gy. Au niveau de l'inertie autour de Gz, comme précédemment, l'inertie autour de Gz, ça va être la somme de Igx plus Igi, donc je me retrouve avec mr carré sur 2. Un solide plus simple, donc une plaque, je peux calculer également les inerties autour de Gx, autour de Gy et autour de Gz. J'applique ici la même définition. Comme précédemment, je suis encore sur un solide 2D, donc j'ai une épaisseur négligeable suivant Y, donc suivant Z, donc je peux mettre Z égale à 0. La masse de mon solide, ça va être la masse surfacique fois la surface du solide. Donc ici c'est un rectangle, donc A fois B. Et le petit élément de matière qu'il va y avoir au point P, c'est une petite variation sur X, une petite variation sur Y. Donc le petit dm, c'est ρS fois dx fois dy. Je le remplace ici, et donc je me rends compte que je dois intégrer cette grandeur-là, y carré fois ρS, sur X entre moins A sur 2 et plus A sur 2, et sur Y entre moins B sur 2 et plus B sur 2. Je réalise ces intégrales-là, j'arrive à ce résultat-là, ρS fois AB carré, AB cube sur 12, et si je remplace M par ρS sur AB, je me retrouve avec MB carré sur 12. De la même manière, si je fais l'inertie autour de GY, cette fois, c'est pas la distance suivant Y qui va dépendre, c'est la distance suivant X. Donc je me retrouve avec MA carré sur 12. Et pour l'inertie autour de Z, je vais faire l'addition de celui-ci plus l'addition de celui-ci. Donc pour des solides 2D, l'inertie dans l'axe perpendiculaire au plan du solide, c'est toujours l'addition des deux inerties dans le plan. Voilà, le solide suivant est une sphère, mais je considère une sphère creuse. Donc la matière se trouve que sur la surface de la sphère.
Donc on se retrouve ici avec une masse qui est égale à la masse surfacique fois la surface de la sphère, qui vaut 4π r carré. Et si je dois décrire un petit élément de matière, il va se trouver à la distance r, donc c'est pour ça que je trouve le r ici. Et pour décrire la surface de la sphère, il va falloir que je décompose en sinus θ, d de θ et d phi. Donc là c'est un petit peu plus compliqué, c'est la description de la sphère en coordonnées sphériques. On ne vous demande pas de savoir faire ça, mais simplement pour comprendre. Donc là, pour calculer mes moments d'inertie autour de Gx, Gy et Gz, ben l'astuce c'est tout simplement de calculer d'abord le moment polaire et ensuite de dire que les moments d'inertie sont les mêmes puisque j'ai une parfaite symétrie de la sphère par rapport à ces trois axes. Donc comme j'ai la relation ici de 2 fois le moment polaire qui est égal à la somme des trois inerties et que les inerties sont les mêmes, je sais que chacune des inerties va être égale à ce terme là sur 3. Donc tout simplement je vais calculer l'inertie polaire. L'inertie polaire c'est x carré plus y carré plus z carré dm intégré sur le solide. Quand je remplace x carré, y carré et z carré par leur valeur, ben je trouve ici que cette somme là est égale à r carré. Donc là je n'ai plus qu'à intégrer r carré fois dm. Dm je remplace par cette valeur là. Donc j'ai une intégrale double en fer entre 0 et pi pour θ et 0 et 2π pour phi de manière à décrire toute la sphère. Et à partir de là et de cette intégrale, j'arrive au calcul de mr carré pour ces éléments-là. Donc pour trouver le moment d'inertie sur Gx, ben, je prends 2 fois cette quantité-là et je la divise par 3. La même chose pour Gy et Gz. Je passe maintenant à la sphère pleine, donc je décris toujours mon solide en coordonnées sphériques et pour la sphère pleine, donc je vais avoir la masse qui va être définie par la masse volumique cette fois le volume de la sphère qui est défini par 4/3 de pi r cube. Et le petit élément de la sphère, ben, il va falloir que je rajoute la variation du rayon. Donc cette fois, je n'ai pas grand R, mais petit r, qui va varier suivant dr. Et donc avec cette description-là du petit élément de volume de la sphère, je vais pouvoir mener l'intégration. Comme précédemment, le solide est parfaitement symétrique par rapport aux trois axes. Donc je vais calculer le moment polaire et je vais diviser 2 fois ce moment polaire par 3 pour trouver les inerties sur chacun des axes. Donc je prends le moment polaire qui est défini par x carré plus y carré plus z carré, donc je trouve r carré ici, fois dm intégré sur le solide. L'intégrale sur le solide, je vais remplacer dm par sa valeur ici, et je trouve que ça fait cette fois une intégrale triple, une intégrale qui va porter sur r, une intégrale qui va porter sur θ, et une intégrale qui va porter sur phi. Donc l'intégrale sur r va porter, pour décrire le volume de la sphère, de 0 à grand R, donc elle est ici. L'intégrale sur θ, elle va porter de 0 à pi, et ensuite, pour parcourir toute la sphère, je vais faire tourner l'angle phi de 2π, donc de 0 à 2π. Le résultat est donné ici. En termes de masse, je vais le retrouver sous cette forme-là. Quand je prends 2 fois cette forme-là et que je la divise par 3, ben je trouve ce terme-là pour chacune des inerties autour de Gx, Gy et Gz. On repasse sur un solide cartésien, donc on va décrire par un repère cartésien, donc le parallélépipède, de longueur A sur X, B sur Y et C sur Z. Donc la masse va être définie comme la masse volumique fois A fois B fois C, A fois B fois C étant le volume du parallélépipède. Le petit dm va être écrit comme la multiplication de la masse volumique fois dx, dy, dz. Et lorsque je vais vouloir calculer les moments d'inertie, par exemple pour IGX, je vais me ramener à la définition de base, je vais remplacer dm par ρv dx dy, c'est fait ici, et je vais séparer cette intégrale-là en une première intégrale de y2 fois tout ça, donc je vais le retrouver ici, et la somme d'une deuxième intégrale de z2 fois tout ça, donc je le retrouve ici. Quand je fais mon intégrale ici, je dois intégrer y2,
donc ça va me faire du y3 sur 3 pris entre moins b sur 2 et plus b sur 2, donc ça va me donner ce terme-là. Quand j'intègre z, quand j'intègre 1, ça va me donner z pris entre moins c sur 2 et plus c sur 2, ça va me donner ce terme-là. Et je vais intégrer 1 qui va donner x entre moins a sur 2 et plus a sur 2, et ça va me donner ce terme-là. Je fais de la même manière ici, et cette fois c'est c que je vais voir apparaître au cube ici, b que je vais voir apparaître une fois, et a que je vois apparaître une fois. Au final, le résultat est ici, et par analogie, on peut trouver IGY et IGZ. Voilà, le dernier solide que je vous propose d'étudier, c'est le cylindre. On l'étudie en coordonnées polaires, puisqu'il a une symétrie de révolution. Il y a une petite astuce pour le calculer, parce que si j'écris cette intégrale-là directement, j'ai du mal à trouver des primitives. Donc ce qu'il faut faire, c'est calculer IGX plus IGY. Quand je prends la définition, je peux séparer cette intégrale-là comme ceci, et quand je vois apparaître cette partie-là, tout simplement je reconnais la définition de IGZ. Et j'ai une intégrale de 2z carré fois dm. Donc en conclusion, au lieu de me lancer dans ce calcul-là, ou celui-là, je vais tout simplement calculer IGZ, donc le calcul est fait ici, et ensuite je vais calculer ce terme-là et faire la somme des deux pour retrouver IGX plus IGY. Et ensuite, quand je regarde le solide, je peux me rendre compte que IGX égale IGY, donc une fois que j'ai la somme, je n'ai plus qu'à diviser par 2 pour trouver l'un ou l'autre. Donc pour calculer IGZ, je fais x carré plus y carré. Quand je prends ces choses-là, je m'aperçois que j'ai cos carré plus sin carré qui fait 1, donc je me retrouve avec r carré dm. Ça, je peux très bien l'intégrer, on l'a fait précédemment, et j'arrive au résultat mr carré sur 2. Quand je veux intégrer 2z2 dm, tout simplement je vais avoir du z2 ici, cette intégrale-là, et quand je vais la calculer, je vais me retrouver avec mh carré sur 6, puisque les bornes pour z sont entre moins h sur 2 et plus h sur 2. Les bornes sur R n'ont pas changé, de 0 à R et de 0 à 2π. Donc je somme les deux pour trouver la somme des deux, et je divise par 2, et donc j'obtiens au final IGX égale IGY qui est égal à m fois entre parenthèses r carré sur 4 plus h carré sur 12, et IGZ qui est égal à m fois entre parenthèses r carré sur 2 plus h carré sur 12. Voilà, la définition des moments d'inertie de base sont finis, et maintenant on va voir un petit peu comment calculer des moments d'inertie en différents points dans le prochain chapitre. Merci.